Je n'oublierai jamais le jour où j'ai posé les yeux sur Jessica pour la première fois. C'était lors d'un gala universitaire étouffant que j'aurais normalement évité, mais je suis éternellement reconnaissant d'avoir décidé d'y aller. Dès qu'elle est entrée dans la pièce, c'était comme un rayon de soleil perçant à travers les nuages prétentieux des conversations futiles et des rires faux. Avec son sourire rayonnant, ses yeux verts pétillants et ses boucles châtain cascade, Jessica était facilement la femme la plus éblouissante là-bas. Mais c'était sa chaleur et son esprit vivace qui m'ont vraiment captivé. En tant qu'académicien accompli, j'avais l'habitude d'être entouré de vantards arrogants qui adoraient le son de leurs propres discours pédants. Jessica était un souffle d'air frais, brillante mais sans prétention, avec un esprit vif qui pouvait rabaisser l'ego de n'importe qui. Il fallait que je rencontre cette femme. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à rassembler le courage de me présenter, probablement en bafouillant comme un idiot ébloui. Mais Jessica a simplement affiché ce sourire éblouissant et m'a charmé avec sa conversation facile. À partir de cette nuit-là, nous étions inséparables. Bien sûr, nos carrières nous ont poussés dans des directions différentes. J'étais professeur titulaire tandis qu'elle était la star montante de l'équipe de développement de l'université, voyageant en jet pour courtiser de riches donateurs. Mais chaque fois que nous avions un moment libre, vous pouviez nous trouver sur l'eau à bord de mon vieux voilier Catalina. La voile était notre sanctuaire partagé, une chance d'échapper aux contraintes étouffantes de la vie universitaire. Avec la brise salée de l'océan sur nos visages et le rire contagieux de Jessica résonnant à travers les vagues, ce furent les jours les plus heureux de ma vie. Sur l'eau libre, les kilomètres semblaient fondre entre le travail de collecte de fonds de haute volée de Jessica et ma vie dans les salles sacrées de l'académie. Quand elle était blottie contre moi à la barre, son corps souple se fondant parfaitement dans le mien alors que nous manœuvrions ensemble, je ne pouvais pas imaginer vouloir autre chose. Juste tenir Jessica dans mes bras, partager ce lien tacite alors que nous chevauchions les vagues en parfaite synchronicité, c'était pour moi une véritable intimité. Dans ces moments, avec le monde réduit à nous deux et à l'immensité scintillante de la mer, j'ai connu un bonheur et une satisfaction inégalés. Ces jours idylliques sur l'eau libre n'ont cependant pas duré éternellement. Autant j'aimais avoir Jessica rien que pour moi lors de nos petites escapades en voilier, autant je comprenais ses ambitions professionnelles. Elle était une étoile montante dans le monde de la collecte de fonds universitaires, et une grande campagne de financement se préparait qui l'obligeait à voyager de plus en plus. Au début, ce n'était que de courts voyages d'une nuit ici et là, rien de trop fou. J'ai essayé de ne pas être ce partenaire collant qui la retenait, tu vois. Jessica me lançait ce regard désolé et je me contentais de lui embrasser le front en lui disant « Vas-y, tigresse. Je serai là avec une bouteille de vin quand tu rentreras. » Elle revenait avec ses récits sauvages de courtiser des magnats du pétrole et des milliardaires de la tech, essayant de soutirer des fortunes de leurs comptes bancaires gonflés pour l'éducation supérieure. J'adorais voir ses yeux pétiller d'excitation en me racontant les détails croustillants à la lueur des bougies et d'un verre de pinot. Mais ensuite, les voyages ont commencé à devenir plus longs et plus fréquents. Ce qui était autrefois une escapade d'une nuit est devenu un long week-end à Houston ou à Seattle. Avant que je m'en rende compte, Jessica passait plus de temps dans des hôtels que dans notre propre chambre. La plus longue période sans se voir a été de près de 3 semaines alors qu'elle dînait et divertissait des donateurs de haut en bas de la côte ouest. Ces séparations étaient difficiles, je ne vais pas mentir. Notre petit chez nous commençait à se sentir vide et froid sans l'esprit lumineux de Jessica pour le remplir. J'essayais de me distraire avec le travail et de bricoler sur le bateau, mais ça me manquait d'avoir ma complice à mes côtés pour échanger des plaisanteries sarcastiques. Les appels FaceTime occasionnels ne suffisaient pas. J'avais besoin de pouvoir enlacer Jessica, de me blottir dans ses cheveux châtains et de respirer son enivrant parfum floral. Ce qui rendait les choses encore plus difficiles, c'était de voir le patron de Jessica, ce prétentieux de Thomas Breckenridge, constamment à ses côtés chaque fois qu'elle se préparait à s'envoler quelque part. Je suis sûr qu'il ne faisait que son travail, supervisant sa meilleure collectrice de fonds et son atout principal pour la campagne.
Mais la façon dont il planait au-dessus de Jessica avec sa main posée sur le bas de son dos, dont leur tête se penchait un peu trop près lorsqu'ils examinaient des documents ensemble. Je ne sais pas, ça a commencé à me donner un mauvais pressentiment, tu vois? Peut-être que j'interprétais trop de choses, laissant trop de pensées d'insécurité s'insinuer dans ma tête après toutes ces longues séparations. Ou peut-être que mon instinct captait quelque chose que je ne voulais pas voir. Alors j'étais là, debout sur le quai de la gare Union, attendant de donner à Jessica un dernier câlin avant qu'elle ne monte dans le train pour New York pour la dernière grande poussée de collecte de fonds de la campagne. Quand je l'ai vue avec Breckenridge en remorque, quelque chose en moi s'est simplement brisé. La façon dont il planait au-dessus d'elle, guidant Jessica avec une main posée de manière possessive sur le bas de son dos, ça m'a noué l'estomac dans une grande torsion de jalousie. Et puis, juste avant qu'il n'atteigne le wagon du train, j'ai vu Breckenridge se pencher et murmurer quelque chose à l'oreille de Jessica, ses lèvres effleurant pratiquement sa joue. Elle a laissé échapper un rire argenté et a taquiné son bras, mais ne s'est pas éloignée comme je l'aurais attendu de ma douce et fidèle épouse. J'ai essayé de chasser les pensées laides de mon esprit, de me convaincre que j'étais juste paranoïaque. Mais ce sentiment lancinant de doute ne voulait pas partir. Dès que le train de Jessica a quitté la gare, j'ai appelé mon vieux copain Robert dans un état de panique. « Rob, je pense qu'il se passe quelque chose entre Jessica et ce salaud de patron à elle, » j'ai balbutié. « Tu n'as pas vu comment ils se comportaient l'un envers l'autre avant qu'elle ne parte pour New York. » Robert a laissé échapper un soupir lourd. « Mike, je ne voulais rien dire avant, mais Breckenridge en veut à ta fille depuis un bon moment déjà. Il a tenté des approches, si tu vois ce que je veux dire, et Jessica l'a repoussé à chaque fois. » Ces mots m'ont semblé comme un coup au ventre. J'aurais dû faire confiance à mon instinct à propos de ce prétentieux. « Que veux-tu dire par « tenter des approches » ? J'ai exigé. Comme du harcèlement ou quelque chose du genre ? Entre autres, a dit Robert d'un air sombre. Écoute, je ne devrais probablement pas colporter, mais il y a eu plus d'une plainte de femmes employées à propos des mains baladeuses et des commentaires déplacés de Breckenridge. Jessica est l'une des seules femmes de l'équipe de développement qui n'a pas cédé à ces avances malsaines. Mon cœur battait la chamade à ce stade. Je sentais une colère brûlante monter en même temps qu'un sentiment de malaise nauséeux. Tu penses qu'il essaie de profiter de cette grande campagne pour la pousser à quelque chose ? Pour garder son poste ? Je ne sais pas vraiment, mec. Je te dis juste, méfie-toi de ce salaud. Il a des antécédents. J'ai passé quelques jours misérables à ruminer mes pires craintes, mon imagination travaillant à plein régime pour me tourmenter avec des visions de Jessica piégée dans une chambre d'hôtel, repoussant les mains sales de Breckenridge. Rien que l'idée que ce type profite d'elle alors qu'elle était loin de chez nous me rendait physiquement malade. Je devais connaître la vérité, d'une manière ou d'une autre. C'est alors que j'ai eu l'idée d'installer un logiciel de surveillance sur l'ordinateur portable de Jessica. Un ancien étudiant à moi avait créé ce programme fou qui pouvait transformer n'importe quel ordinateur en un dispositif d'enregistrement télécommandé. Il suffisait de planter le mouchard et, bam, vous aviez une place de choix pour tout ce qui se passait autour de cette machine. Je sais, c'était une énorme violation de la vie privée et de la confiance de Jessica. Mais j'étais désespéré, à moitié fou de paranoïa et de jalousie. Je devais voir de mes propres yeux ce qui se passait réellement entre elle et Breckenridge. Si cela se révélait être rien, juste mes propres insécurités prenant le dessus, je pourrais supprimer le logiciel et demander pardon à Jessica. Mais si mes pires soupçons étaient confirmés, eh bien, je ne voulais pas encore penser à cette possibilité. Les 4 jours les plus longs de ma vie se sont écoulés en un lent et douloureux mouvement alors que j'attendais le retour de Jessica de New York. Quand elle est finalement revenue en se promenant à travers la porte, j'ai affiché mon meilleur sourire, « Tout va bien, chérie », et j'ai agi comme si rien n'allait. Jessica ne se doutait pas que j'avais déjà un kaléidoscope d'horreur se déroulant sur son ordinateur portable, attendant juste que je lance la lecture. Je n'oublierai jamais ce moment déchirant où j'ai lancé le logiciel de surveillance et vu la vérité étalée devant moi.
Au début, il n'y avait que Jessica assise seule dans sa chambre d'hôtel, probablement en train de se détendre après une longue journée à frayer avec de riches anciens élèves. Elle était si belle, si détendue en enlevant son blazer et en se servant un verre de vin blanc. Et puis ce salaud de Breckenridge a frappé à sa porte. J'ai regardé avec horreur alors que Jessica l'accueillait avec un sourire chaleureux, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Mon cœur battait dans mes oreilles alors qu'ils s'installaient ensemble sur le canapé, leur corps un peu trop proche à mon goût. Jessica riait à quelque chose que Breckenridge disait, lançant sa tête en arrière de cette manière qui me coupait toujours le souffle. Je voulais détourner le regard, refermer l'ordinateur portable avant d'en voir davantage. Mais j'étais figé, un spectateur piégé dans mon propre cauchemar alors qu'il se déroulait devant moi. Breckenridge s'est penché si près que je pouvais presque sentir son parfum musqué à travers l'écran. Il a murmuré quelque chose à l'oreille de Jessica, ses lèvres effleurant sa joue d'une manière qui me donnait envie de vomir. Et puis, oh mon Dieu, et puis elle a tourné son visage vers lui et leurs lèvres se sont rencontrées dans un baiser affamé et désespéré. Le choc de ce moment m'a frappé comme un coup de poing, me coupant violemment le souffle. J'ai regardé, engourdi par l'incrédulité, alors que Jessica et Breckenridge se débattaient frénétiquement avec leurs vêtements. Sa silhouette élancée est bientôt sortie de l'écheveau de tissu, familière mais obscène dans les bras d'un autre homme. Je ne pouvais détacher mes yeux de cette scène répugnante alors que Breckenridge pressait le corps nu de Jessica contre le sien, leurs membres s'entrelaçant avec une urgence sordide. À un moment donné, pendant le flou de mouvements et les actes de plus en plus graphiques se déroulant en haute définition, la caméra de l'ordinateur portable de Jessica a dû changer de position. Parce que soudain, je me suis retrouvé à regarder dans ses yeux alors qu'elle fixait directement la caméra avec une expression d'extase pure, la bouche légèrement entr'ouverte dans un gémissement silencieux de plaisir. On aurait dit qu'elle regardait droit à travers l'écran, dans les profondeurs de mon âme brisée. C'est à ce moment-là que j'ai refermé violemment l'ordinateur portable, me sentant physiquement malade. Des larmes chaudes et en colère brûlaient au coin de mes yeux alors que j'essayais de chasser les images horribles désormais gravées dans mon esprit. L'amour de ma vie, la femme à qui j'avais consacré plus d'une décennie de mon cœur et de ma vie. Elle m'avait trahi de la manière la plus dévastatrice imaginable. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, affalé par terre dans un état de choc et de désespoir. Les sanglots secouaient mon corps alors que le poids écrasant de la tromperie de Jessica menaçait de m'engloutir tout entier. Comment a-t-elle pu me faire ça? À nous? Après tout ce que nous avions traversé ensemble, comment a-t-elle pu tout jeter pour une aventure bon marché avec ce salaud de Breckenridge? Finalement, la brume de l'angoisse s'est dissipée pour laisser place à une rage sourde. J'ai revu les images de la chambre d'hôtel de Jessica encore et encore, chaque visionnement attisant les flammes de ma colère en une fureur incandescente. J'ai pris un plaisir pervers à scruter chaque détail sordide, cataloguant mentalement chacun des répugnants maniérismes de Breckenridge pour alimenter ma haine. Quand la colère brûlante a finalement atteint son paroxysme, j'ai su ce que je devais faire. J'ai appelé mon pote David, qui se trouvait être l'un des avocats spécialisés en divorce les plus pointus de la ville. « Dave, c'est fini, ai-je dit d'une voix sans ton. Je dois que tu prépares les papiers dès que possible. Elle m'a trompé, avec son salaud de patron. » David était stupéfait, mais il ne m'a pas interrogé ni essayé de me dissuader. Il s'est simplement contenté de dire « Jésus, Mike. Je suis tellement désolé, mec. Apporte-moi tout ce que tu as et je commencerai la procédure dès demain matin. » J'ai passé le reste de cette nuit à passer en revue les images de la chambre d'hôtel avec une intensité presque maniaque, découpant méticuleusement les segments les plus compromettants pour créer le dossier de preuve ultime. Chaque fois que je voyais Jessica se tortiller dans une béatitude euphorique sous les caresses sales de Breckenridge, une nouvelle vague de nausées m'envahissait. Au moment où les premiers rayons de soleil ont commencé à filtrer à travers les rideaux, j'avais assemblé un fichier vidéo choquant documentant l'infidélité de ma femme dans les moindres détails sordides. Je l'ai copié sur une clé USB,
incapable de regarder même l'écran sans sentir le bile me monter à la gorge. Avec l'épreuve en main, je me suis enfin permis de m'effondrer une dernière fois. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes, pleurant la mort de mon beau mariage et les mensonges sur lesquels il était basé. Quand la tempête de l'angoisse est passée, il ne restait qu'une douleur froide et creuse là où mon cœur se trouvait autrefois. J'ai pris une longue inspiration saccadée et j'ai commencé à rédiger une lettre à Jessica avec une main tremblante sous le poids de ma douleur et de ma colère. J'ai exprimé l'angoisse de sa trahison en des mots brûlants, ne laissant rien à l'imagination en décrivant les preuves graphiques de son infidélité que j'avais découvertes. J'ai écrit jusqu'à ce que la douleur soit entièrement expurgée, ressentant enfin un calme étrange en pliant la lettre et en la plaçant à côté de la clé USB sur le comptoir de la cuisine. Puis j'ai attrapé mon sac de voyage et je suis descendu au port de Plaisance pour préparer mon départ. Si Jessica voulait jouer à la maison avec ce salaud de Breckenridge, elle était libre de notre maison et de tous les douloureux souvenirs qu'elle contenait. Quant à moi, je recommencerai à zéro, cette fois en mer, où je pouvais au moins compter sur la dévotion inébranlable des marées. Les premières semaines après la trahison de Jessica ont été les plus sombres de ma vie. J'étais complètement vidé, me contentant de suivre les mouvements comme une coquille vide d'homme. Manger, dormir, même respirer, tout cela semblait être un effort monumental sans la chaleur de l'amour de Jessica pour me soutenir. La lettre et la clé USB sont restées intouchées sur le comptoir de la cuisine, un monument accablant à la vie que j'avais perdue. Je n'arrivais pas à me résoudre à relire ou à revoir ce fruit empoisonné. Les blessures étaient encore trop vives, les images d'elle trop gravées dans mon esprit. Rien que le fait d'apercevoir le visage suffisant de ce salaud de Breckenridge sur la clé me donnait la nausée de rage et de dégoût. Je ne sais pas comment j'aurais pu me sortir de ce gouffre de désespoir sans Sarah. La meilleure amie de Jessica depuis l'université a jeté un regard sur mon visage émacié et marqué par le chagrin et a tout de suite su que quelque chose n'allait pas du tout. Je n'oublierai jamais le regard de compassion brisé dans ses yeux alors que je lui racontais toute l'histoire sordide de la trahison. Sarah a été celle qui m'a finalement convaincu de lire la lettre de Jessica, aussi douloureux que cela ait été de revisiter ces mots. « Tu dois comprendre pourquoi elle a fait ça, Michael », a-t-elle dit doucement, me serrant la main pour me rassurer. « C'est la seule façon pour toi de trouver la paix. » Alors j'ai avalé ma bile et me suis forcé à lire chaque ligne dévastatrice de la lettre de Jessica. Elle a clairement indiqué qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me faire du mal, que son aventure avec Breckenridge n'était qu'une erreur imprudente, alimentée par sa solitude sur la route et ses avances constantes. Mais ces paroles sonnaient creuses et douloureuses pour moi, comme une tentative faible d'excuser la violation inexcusable de ma confiance. Quand j'ai enfin relevé les yeux de cette lettre accablante, les larmes coulant sur mon visage, Sarah m'a pris dans ses bras et m'a simplement serré alors que je tremblais de sanglots angoissés. « C'est le tas le plus pathétique de conneries égoïstes que j'ai jamais entendu, » chuchota-t-elle avec férocité à mon oreille. « Tu ne lui dois pas un seul gramme de pardon, Michael. Pas après ce qu'elle t'a fait. » À cet instant, j'ai ressenti une profonde gratitude pour l'amitié et la loyauté de Sarah. Au moins une personne dans ce monde était encore fermement de mon côté, me voyant comme la partie lésée malgré la tentative transparente de Jessica de se présenter comme la victime. Avec l'amour dur et le soutien indéfectible de Sarah, j'ai peu à peu trouvé la force de commencer à rassembler les morceaux éparpillés de ma vie. Bien sûr, l'envie dévorante de vengeance a également alimenté ma guérison. Une fois que le pire de l'angoisse a commencé à s'atténuer, un désir brûlant de représailles contre Breckenridge a pris sa place. Ce prétentieux arrogant devait payer pour ce qu'il avait fait, non seulement à moi, mais à toutes les femmes dont il avait saboté les carrières et les vies avec ses prédateurs vils au fil des ans. Je savais que je devais jouer cela intelligemment, cependant. Une confrontation directe le pousserait juste à crier « ex-mari fou » et à tout balayer sous le tapis. Non, je devais adopter une approche plus chirurgicale, sournoise pour m'assurer que Breckenridge obtienne ce qu'il méritait. C'est pourquoi j'ai décidé de porter mon affaire directement au sommet, le bureau du président de l'université.
Avec les preuves vidéo explicites sécurisées sur cette clé USB, j'ai pris rendez-vous en urgence pour voir le président Reynolds. Lorsque je suis arrivé à son bureau, son expression en disait long. Elle savait exactement pourquoi j'étais là et redoutait la bombe que j'étais sur le point de lâcher. Je lui ai tout exposé en détail, ne laissant aucune place à l'ambiguïté ou au déni. Les images de surveillance, la lettre de Jessica, tout, créant un dossier indéniable contre les inconduites sexuelles de Breckenridge et l'abus de pouvoir. À la fin de ma présentation, le président Reynolds avait l'air d'avoir besoin d'un lavage de cerveau juste pour effacer ces images de son esprit. C'est un cauchemar en termes de relations publiques, gémit-elle, se frottant les tempes avec lassitude. Si tout cela venait à être rendu public, alors je dirais que la carrière de M. Breckenridge dans l'enseignement supérieur est effectivement terminée, ai-je dit d'un ton plat. Ainsi que quiconque aurait aidé à dissimuler ses méfaits. L'implication planait lourdement dans l'air. Le président Reynolds n'était pas dupe. Elle savait que je la tenais par les cheveux. Il n'y avait aucun moyen pour la réputation irréprochable de l'université de résister à ce scandale. Avec un soupir résigné, elle a finalement acquiescé. Breckenridge sera immédiatement licencié pour de graves violations éthiques et inconduite sexuelle, a-t-elle déclaré sombrement. Et pour éviter toute autre inconduite, votre femme sera promue pour le remplacer en tant que vice-présidente du développement. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire à cette délicieuse petite touche de malice. Non seulement la carrière de Breckenridge partait en fumée, mais Jessica serait contrainte de prendre sa place sous les feux de la rampe. C'était une manière parfaitement sournoise de la punir pour son infidélité, la promotion dont elle avait toujours rêvé, lui étant offerte à travers l'humiliation et la disgrâce. Et juste pour enfoncer le clou un peu plus, son nouveau salaire somptueux signifiait que je serais épargné de tout paiement d'importantes pensions alimentaires lors du divorce. Jessica serait celle qui me verserait ce chèque mensuel, un rappel constant de comment sa cupidité et son égoïsme s'étaient retournés contre elle. Au cours des jours suivants, j'ai savouré le délicieux spectacle karmique de Breckenridge étant escorté hors de son bureau dans la disgrâce. Ce prétentieux avait en fait eu l'audace de tenter maladroitement de m'attaquer alors que la police du campus l'emmenait. Dans ce moment délicieusement satisfaisant, j'ai enfin eu l'impression de pouvoir tourner la page sur tout ce chapitre sordide de trahison et d'angoisse. Breckenridge obtenait exactement ce qu'il méritait, et même plus. Et ma perfide ex-femme Jessica? Eh bien, elle était sur le point de recevoir une bonne gifle de karma en pleine figure, elle aussi. En parlant du divorce, le processus s'est en fait déroulé beaucoup plus facilement que je ne l'aurais imaginé. Peut-être que Jessica a réalisé qu'elle n'avait aucune raison de contester les choses après que je l'ai surprise la main dans le sac. Ou peut-être qu'elle ne pouvait simplement pas supporter l'idée de mettre encore plus de linge sale en public après le scandale de Breckenridge. Quoi qu'il en soit, elle a simplement signé docilement sur la ligne en pointillé et m'a laissé partir avec le bateau, la maison, tout. Bien sûr, je n'ai pas gardé la maison longtemps. Trop de souvenirs persistaient dans ses murs, tu sais. Je l'ai vendu pour une belle somme et j'ai utilisé les bénéfices pour améliorer le bateau et le préparer pour un voyage prolongé. Naviguer sur les eaux ouvertes avait toujours été mon havre de paix, mon échappatoire. Maintenant, cela allait devenir mon nouveau chez-moi permanent et le point de départ pour recommencer. J'ai tout de même gardé un petit morceau de ma vieille vie, Buddy. Le pauvre cabot avait d'abord été à Jessica avant qu'elle ne me le refourgue sans cérémonie lors d'un de ses longs voyages sur la route. Peux-tu croire qu'elle a réellement eu l'audace de le réclamer après le divorce? J'ai juste ri en pleine figure. Hors de question que tu prennes mon chien, toi la serpent infidèle. Buddy était la seule créature vivante en qui je pouvais avoir confiance pour ne jamais me trahir. Avec Buddy installé joyeusement comme nouveau premier matelot à bord de mon yacht, j'ai tracé un cap droit vers les eaux turquoises et les plages de sable blanc des Caraïbes. Sainte-Lucie, pour être précis, aussi loin que je pouvais aller du miasme toxique de ma vieille vie sans quitter l'hémisphère entièrement. J'ai passé de longues périodes en mer avec l'air salé de l'océan soufflant sur mon visage,
me sentant enfin capable de respirer à nouveau sans le poids de la tromperie de Jessica qui m'étouffait. Lorsque j'ai jeté l'ancre à la marina de Rodney Bay, j'avais laissé derrière moi les dernières chaînes de colère et de ressentiment. Tout ce fardeau avait été jeté quelque part dans cette mer vaste et indifférente, me laissant rafraîchi et prêt à embrasser ce nouveau chapitre de ma vie. Ce prochain voyage allait être un voyage de guérison, de redécouverte de qui j'étais et de ce que je voulais en dehors des décombres de mon mariage. Et cette fois, je me suis promis, personne ne se rapprocherait suffisamment pour me trahir à nouveau. C'était le genre de moment que Jean-Claude chérissait. Mon vieux pote de la Martinique avait été le premier à me convaincre d'essayer Sainte-Lucie après que ma vie ait volé en éclats chez moi. « Mon ami, tu dois venir découvrir ce paradis », avait-il dit avec un clin d'œil complice. Beaucoup de paysages magnifiques pour aider à guérir le cœur, si tu vois ce que je veux dire. Et mec, il avait totalement raison là-dessus. Dès le moment où j'ai posé les yeux sur les sommets verdoyants de Sainte-Lucie se jetant dans cette mer turquoise étincelante, j'ai senti les nœuds de colère et de ressentiment se dénouer lentement en moi. Les brises chaudes de l'île portaient les parfums revigorants de noix de coco, d'eau salée et d'une sorte de fleur tropicale que je n'ai jamais pu nommer. Chaque inspiration profonde était comme un souffle purificateur pour mon âme. Avant que je m'en rende compte, 6 mois s'étaient écoulés dans une brume béate et sans but. Je passais mes journées à naviguer dans les eaux cristallines au large de la côte, emmenant des touristes pour des excursions en voilier vers des endroits comme les Pitons ou la plage de Jalousie. Jean-Claude m'avait mis en relation avec tous les permis et les contacts nécessaires pour gérer ma propre petite entreprise de charter à partir de la marina de Rodney Bay. C'était le boulot parfait pour un gars comme moi, faire ce que j'aimais le plus sur l'eau libre, sans personne pour me poignarder dans le dos ou briser mon cœur. Les matins étaient toujours mon moment préféré. Je me réveillais avec le nez froid de Buddy me poussant le visage, sa queue battant joyeusement contre le plancher de la cabine. D'accord, je me lève. Je riais, donnant à ses oreilles pendantes une gratouille vigoureuse avant de mettre un short kaki et de monter sur le pont. Rien n'égalait le spectacle du soleil se levant sur ses sommets émeraudes imposants, mettant la mer scintillante en feu dans un kaléidoscope de rose et d'orange. Avec une tasse de café fumante dans une main, je passais ces premières heures bénies de la journée à bricoler sur le bateau et simplement respirer. Trempé dans la brise salée de la mer, ressentir le doux balancement des vagues sous la coque, je pouvais presque imaginer ma vieille vie s'éloigner de plus en plus chaque jour qui passait. Ici, je n'avais pas besoin d'être le professeur Michael Butler, l'académicien prestigieux dont le cœur avait été brisé en 1000 morceaux. Je pouvais simplement exister dans cet état simple de solitude bienheureuse. Bien sûr, je devais aussi gagner ma vie, pas seulement paresser toute la journée autour de la marina. Une fois que le soleil brûlant de la mi-matinée commençait à filtrer à travers les palmiers, je mettais en marche les moteurs et partais pour récupérer le groupe de la journée. Pouvaient être des familles en vacances, des jeunes mariés en lune de miel, vous nommez, je les avais tous. Quelques heures à naviguer autour des îles tout en jouant le guide touristique, peut-être jeter l'ancre pour laisser les plongeurs en apnée observer les récifs, et en fin d'après-midi j'avais rempli ma tirelire de pourboire. Les touristes m'adoraient aussi. Je ne peux pas leur en vouloir. J'étais un sacré bonhomme charmant quand je n'étais pas submergé par la misère et l'apitoiement sur moi-même. Où allait-il trouver ailleurs un professeur légitime et hautement éduqué servant de capitaine et de conteur personnel? Je les régalais de toutes les anecdotes locales juteuses et de l'histoire en naviguant devant des sites comme Pigeon Island et les Diamond Falls. Ajoutez quelques-unes de mes blagues ringardes caractéristiques et je les avais à ma merci. En début de soirée, je revenais à la marina avec mon chargement de passagers bronzés et souriants. Ils partaient titubants vers les bars de plage en parlant encore de la superbe journée qu'ils venaient de passer, et moi je me dirigeais vers mon bar en bord de mer préféré pour partager quelques pitons avec Jean-Claude. Nous trinquions sous les palmiers qui se balançaient, discutant de nos aventures respectives de la journée tandis que Buddy était couché à nos pieds, menant la belle vie de chien. Et, est-ce que je t'ai déjà raconté l'histoire où un touriste bourré a essayé de me donner sa Rolex en pourboire? Riait Jean-Claude,
déjà à moitié à travers sa troisième bière. Je lui dis, mon ami, je n'ai pas besoin de ta montre de luxe. Laisse juste quelques dollars pour la cause, tu vois? Je répondais à son rire par un rire à moi alors que la tension quittait mes épaules, laissant cette chaleureuse tranquillité m'envahir. Ici, j'étais enfin en paix. Plus de jeu d'esprit, plus de trahison, juste l'existence pure et simple d'un homme et de son bateau, voguant au gré des marées. Si c'était ça, retrouver mon rythme, je ne voulais jamais que la musique s'arrête. Mais bien sûr, même au paradis, le rythme doit changer un jour. J'étais sur le point de recevoir un sacré coup de théâtre, et cette fois-ci, ce pourrait bien être le genre de changement auquel je pourrais m'habituer. Cette journée fatidique a commencé comme n'importe quelle autre sortie en mer pour moi. J'étais prévu pour emmener un groupe au Piton, faire un peu de tourisme et de plongée, la routine habituelle. Le groupe qui monta à bord du bateau à la marina de Rodney Bay ce matin-là était un groupe de touristes typiques, 2 couples d'âge moyen, quelques jeunes femmes qui semblaient être en escapade de célibataires, et une vision absolue de perfection nommée Samantha. Ou Sam, comme elle insistait pour que je l'appelle, avec un sourire éblouissant qui faillit me faire flancher les genoux. Dès que Sam a mis le pied sur le pont, quelque chose dans sa présence m'a tout simplement captivé. Elle avait cette beauté naturelle, rayonnante qui allait bien au-delà de l'attrait physique. Bien sûr, avec sa peau bronzée et lumineuse, ses boucles châtains ondulées, et cette silhouette tonique et élancée qui arrivait d'une manière ou d'une autre à être à la fois athlétique et incroyablement féminine, Sam était tout simplement époustouflante. Mais c'était la chaleur et le véritable enthousiasme pour la vie qui brillaient à travers ses yeux noisettes expressifs qui m'ont vraiment accroché. Alors que nous prenions le large et que je me lançais dans mon discours habituel sur l'histoire de l'île et les points forts à voir, Sam a immédiatement commencé à me bombarder de questions réfléchies. Elle voulait tout savoir, comment fonctionnait le bateau, ce que signifiaient tous les termes de navigation et les gréements, vous nommez. Je pouvais à peine dire 2 phrases sans qu'elle intervienne pour satisfaire sa curiosité insatiable. Au début, c'était un peu déroutant d'avoir quelqu'un d'aussi impliqué au lieu de simplement décrocher et hocher la tête comme la plupart des invités. Mais je me suis vite laissé emporter par l'enthousiasme contagieux de Sam. Avant que je m'en rende compte, je lui donnais une véritable leçon de navigation, lui laissant prendre la barre pendant que j'expliquais les mécanismes du virement et de l'empannage dans cette brise salée. La façon dont les yeux de Sam s'illuminaient à chaque nouvelle information, brillants et impatients comme ceux d'un enfant le matin de Noël. Cela faisait presque gonfler mon cœur hors de ma poitrine. J'avais passé tellement de temps dans cet état blasé et renfermé après que ma vie se soit effondrée, refusant résolument toute possibilité de m'ouvrir à quelqu'un de nouveau. Mais Sam rendait tout cela si facile, comme si elle démantelait progressivement les murs autour de mon cœur avec chaque sourire chaleureux et chaque éclat mélodieux de rire. Au moment où nous avons atteint notre lieu de plongée, une petite crique isolée au large de Soufrière, j'étais presque épris. La vue du corps bronzé et tonique de Sam émergeant de la cabine dans un bikini jaune échancré qui ne laissait absolument rien à l'imagination. Eh bien, c'était une bonne chose que j'ai la fraîche brise marine pour maintenir ma température basse, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai même dû détourner les yeux à un moment donné après m'être surpris à la dévisager complètement comme un foutu adolescent. Pendant que le reste du groupe barbotait dans les eaux peu profondes, Sam restait à mes côtés, me bombardant de plus de questions sur la navigation et la navigation comme une élève avide accrochée au moindre mot de son professeur. Elle était tellement intéressée et curieuse, elle me faisait sentir comme si j'étais la personne la plus fascinante de la planète au lieu d'un simple divorcé épuisé gérant des sorties touristiques. Quand vint le moment de tout ranger et de rentrer au port, Sam avait l'air presque déçu. « Cette journée est passée beaucoup trop vite », dit-elle avec nostalgie, se mordillant la lèvre inférieure rebondie. « Y aurait-il une chance qu'on puisse sortir à nouveau demain ? J'ai l'impression de n'avoir effleuré que la surface de tout ce que tu sais sur la navigation et la marine. » Eh bien, comment aurais-je pu refuser une telle demande ? Alors, le lendemain matin, Sam et sa famille élargie, sa sœur, son beau-frère et leurs 2 enfants turbulents,
montèrent tous à bord du bateau pour une autre traversée. Cette fois, nous avons mis le cap vers le nord en direction de Rodney Bay, me laissant tout le temps nécessaire pour satisfaire la curiosité de Sam pour tout ce qui touche à la navigation. Je n'oublierai jamais la façon dont elle a grimpé sans peur dans les haubans pour m'aider à hisser la grand voile, ses jambes bien dessinées se contractant à chaque mouvement gracieux. Ou le regard de fierté et d'accomplissement sans retenue qui illuminait son visage lorsqu'elle réussit son premier virement en solitaire après que nous eûmes jeté l'ancre. Chaque petite victoire faisait gonfler un peu plus mon cœur dans ma poitrine. Regarder Sam était comme revivre la joie pure et débridée de la navigation pour la première fois. Au moment où nous sommes revenus à la marina, j'étais presque ivre de ce sentiment chaleureux et chatouilleux de nouvelle intimité qui naissait entre nous. Les yeux noisettes de Sam brillaient si fort dans le soleil de fin d'après-midi, j'aurais juré voir tout mon avenir scintiller dans leur profondeur. C'est pourquoi j'ai reçu comme un coup de poing dans l'estomac lorsque son beau-frère a soudainement pris la parole. « Eh bien, je serai damné. Professeur Butler, est-ce vraiment toi ?» J'ai failli avaler ma langue en me retournant pour faire face au type. Et bien sûr, c'était Mark Hughes, l'un de mes plus anciens collègues de mes jours d'enseignement à Georgetown. Nous avions l'habitude de nous lancer des piques amicales dans le couloir entre les cours, deux cyniques endurcis qui pensaient avoir tout vu en matière d'intrigues académiques et de coups bas. « Mon Dieu, Hughes, je ne m'attendais pas à te croiser ici, » ai-je balbutié, encore sous le choc. En cet instant, c'était comme si mes deux vies séparées, l'existence idyllique sur l'île et mon passé sombre et hanté avaient fusionné dans un désastreux accident. Mark éclata d'un rire franc, me tapant sur l'épaule de cette manière trop familière à la sienne. « Tu rigoles ? C'est le paradis. Pas question que je passe à côté de l'occasion de passer quelques semaines à profiter du soleil après ce semestre infernal. » J'arrivais à esquisser un rire forcé, conscient de l'attention de Sam qui observait notre interaction, un pli léger marquant son front. « Je ne peux pas vraiment t'en vouloir pour ça, » dis-je, essayant de rester léger malgré le tumulte qui agitait mon ventre. « On dirait que la vie facile d'un capitaine de charte m'a réussi, hein ? » Plutôt la vie d'un reclus, si tu veux mon avis, répliqua Mark avec un sourire ironique. « J'ai entendu dire que tu étais en plein sabbat après ce sale divorce. » Comment s'appelait-elle déjà ? Jessica, c'est ça ? Je sentis le sang quitter mon visage alors que les vieilles blessures se rouvraient, aussi vives et fraîches que le jour où j'avais visionné cette vidéo accablante. Sam me regardait maintenant avec une réelle inquiétude, captant clairement la tension qui s'était installée sur notre petit groupe comme un lourd poids. J'ouvris la bouche pour désamorcer la situation, mais rien ne sortit, juste un croassement forcé. Mark, béni soit son cœur ignorant, continua comme un bulldozer. « Franchement, je ne te blâme pas d'avoir filé à l'autre bout du monde après une trahison pareille. Tromperie avec son patron et tout ? J'aurais moi aussi opté pour le mode reclus après m'être fait cocufier comme ça. Oncle Mark, ça suffit. » coupa Emily, la sœur de Sam, avec un regard cinglant. Elle avait dû remarquer la pâleur de mon visage, mes mains crispées en points blancs le long de mon corps. J'étais piégé dans mon propre enfer personnel, le chapitre le plus sombre de ma vie étant étalé et disséqué devant la femme pour laquelle je commençais à reconstruire ses fragiles sentiments. Sam me regarda avec ses grands yeux noisettes emplis de douleur et de confusion. « Michael, ce qu'il dit est vrai ? » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Tu étais vraiment marié avant ? À quelqu'un qui, je voulais tout lui avouer, lui expliquer toute l'histoire sordide de trahison et de chagrin qui m'avait conduit à Sainte-Lucie. Mais les mots restaient bloqués, étouffés par la honte et l'angoisse qui me submergeaient. Alors je restais là, planté sur le pont dans un silence stupéfait alors que l'expression de Sam passait de l'inquiétude à une véritable désolation. « Tu sais quoi, peu importe, » dit-elle, sa voix se durcissant comme une lame tranchante. Je pensais qu'il y avait quelque chose entre nous, une vraie connexion. Mais maintenant je vois que tu jouais juste un jeu avec moi, comme tu le fais avec toutes tes petites aventures touristiques. Sur ces mots, Sam tourna les talons et quitta le bateau,
me laissant avec l'impression d'avoir reçu un harpon en plein cœur. Sa sœur me lança un dernier regard mêlant pitié et reproche avant de partir précipitamment à sa suite. Le reste du groupe me fixait avec un malaise gêné jusqu'à ce que Marc finisse par racler sa gorge. Eh bien, j'ai vraiment mis les pieds dans le plat cette fois, un professeur ? Dit-il avec un rire mal à l'aise, comme s'il pouvait arranger toute la situation avec l'une de ses plaisanteries autodépréciatives habituelles. Désolé pour ça, mec. Je n'avais honnêtement pas réalisé. Quitte mon foutu bateau, Hugues, grognai-je entre mes dents serrées. Attrapant la bouteille de bière à moitié vide la plus proche, je la lançai à travers le pont, observant avec une satisfaction terne son éclatement contre la rambarde lointaine dans un éclaboussement mousseux. Marc et le reste de son groupe battirent en retraite précipitamment, me laissant seul à bouillir dans le silence avec seulement les gémissements doux de Buddy pour me tenir compagnie. Au cours des jours suivants, je sombrais dans une spirale familière et autodestructrice qui aurait été trop reconnaissable à mon ancien moi. Je buvais beaucoup trop, dormais beaucoup trop peu, et passais la plupart de mes heures éveillées à ruminer dans une brume amère d'apitoiement sur moi-même ou à fantasmer sur toutes les façons dont je pourrais infliger de graves dommages corporels à Marc Hugues la prochaine fois que nos chemins se croiseraient. Ce n'est que lorsqu'Émilie se présenta à la marina un après-midi, semblant presque aussi épuisée et misérable que je me sentais, que je commençai enfin à me sortir de ce sombre abîme de désespoir. Elle jeta un regard à mon apparence négligée et mal rasée, soupirant lourdement. « Bon, tu as eu ta séance d'apitoiement » dit-elle d'un ton qui n'admettait aucune réplique. « Il est temps de grandir et d'arrêter de te morfondre. Ma sœur est complètement folle de toi, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Et d'après ce que j'ai vu, ses sentiments sont définitivement réciproques. » J'ouvris la bouche pour protester, mais Émilie me fixa d'un regard déterminé qui me rappela la propre détermination farouche de Sam. « N'essaie même pas de le nier, Michael. Cette fille se promène en état de chagrin depuis des jours maintenant, tout ça à cause d'un malentendu stupide. Tu lui dois, bon sang, tu te dois, de tout lui dire et d'expliquer les choses. » Ces paroles furent comme une gifle de réalité qui me sortit de ma torpeur autodestructrice. Émilie avait raison, j'avais été tellement concentré à me vautrer dans mes propres bagages et vieilles blessures que j'avais complètement négligé comment mon évasivité avait pu blesser Sam. Malgré tous mes efforts pour m'isoler, pour ne jamais laisser personne s'approcher suffisamment pour me faire du mal à nouveau, je m'étais laissé tomber amoureux d'elle. Profondément. Et maintenant, c'était moi qui avais infligé cette dévastation, tout ça à cause de ma propre lâcheté. Je devais réparer les choses. Devais tout mettre sur la table et expliquer chaque détail déchirant, peu importe combien cela déchirait à nouveau mon cœur en morceaux. S'il y avait ne serait-ce qu'une chance pour que Sam puisse passer outre les décombres de mon passé et voir l'homme que j'essayais de devenir, je lui devais, nous devions, de prendre ce risque. 2 nuits plus tard, je marchais sur le quai devant l'hôtel de Sam, me préparant mentalement à ce qui allait sûrement être l'une des conversations les plus difficiles de ma vie. Lorsqu'elle émergea enfin par les portes coulissantes en verre, mon cœur faillit s'arrêter rien qu'à sa vue. Elle était tellement belle, même en simple short coupé et débardeur, ses cheveux châtains ébouriffés par la douce brise marine. Sam se figea en me voyant, ses yeux noisettes s'élargissant avec un tourbillon complexe d'émotions, surprise, colère, désir. Pendant un long moment, nous restâmes là, séparés par la mince bande de planches en bois, aucun de nous osant faire le premier pas. Enfin, après ce qui semblait être une éternité de silence suffocant, je trouvai ma voix. « Sam, je te dois la plus grande explication de ta vie. Et je suis prêt à te la donner, si tu me le permets. » Elle cligna lentement des yeux, se mordillant la lèvre inférieure de cette manière exaspérément adorable qui lui était propre. Puis, d'un hochement de tête lent et mesuré, Sam combla la distance entre nous en quelques pas gracieux. « Parle, dit-elle simplement, me fixant de ce regard noisette perçant qui m'avait captivé dès le début. Et c'est ce que je fis. Je lui racontai tout, les détails douloureux de mon mariage avec Jessica,
la trahison accablante de la surprendre au lit avec son patron odieux, le chemin agonisant qui m'avait conduit à Sainte-Lucie dans un effort désespéré de recommencer à zéro. Je me mis à nu, ne cachant rien, même les moments les plus honteux et les plus éprouvants de chagrin et d'autodestruction. Si Sam devait me rejeter, je voulais qu'elle le fasse en ayant devant elle chaque vérité laide. À son immense crédit, elle ne broncha ni ne se recula une seule fois tout au long de ma confession déchirante. Sam resta là, les bras croisés sur sa poitrine, écoutant avec une attention captivée chaque détail agonisant. Lorsque je me tus enfin, la gorge brûlante et douloureuse de cette purge, elle laissa échapper un souffle lent et tremblant. « Je n'avais aucune idée, murmura-t-elle, tendant la main pour effleurer mes joues mal rasées. Tout ce temps, je pensais. Mon Dieu, Michael, je suis tellement désolé que tu aies dû endurer tout ça. Puis, avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, les bras de Sam m'entouraient, me tirant dans une étreinte féroce. Je suis resté figé de surprise pendant un moment avant de me fondre dans sa chaleur, respirant son parfum comme un homme mourant de soif. Nous sommes restés ainsi, dans ce qui semblait être une éternité béate, simplement enlacés sous les palmiers qui se balançaient et le regard vigilant des étoiles brillantes. Quand nous nous sommes finalement séparés, c'est Sam qui a fait le premier pas, prenant mon visage entre ses mains douces et m'attirant pour un baiser qui a brûlé jusqu'au plus profond de mon âme. Je lui ai rendu son baiser de toute mon âme, toute la douleur et la solitude de l'année passée s'évaporant comme de la fumée portée par la brise océanique. Ce n'était pas le début d'une aventure sordide ou d'une romance de rebond, c'était l'épanouissement de quelque chose de réel, de profondément ancré dans nos âmes, qui pouvait enfin commencer à guérir les fissures de mon cœur brisé. Nous nous sommes retrouvés chez Sam cette nuit-là, renouant de la manière la plus délicieusement intime possible. Dans l'enchevêtrement des draps et des membres, des chuchotements enflammés et des soupirs haletants, j'ai eu un aperçu alléchant de ce que cela pourrait être, se réveiller chaque matin enveloppé dans sa chaleur, vivre dans cet état de parfaite unité. Pour la première fois depuis plus d'1 an, je me suis permis d'envisager la possibilité de laisser entrer quelqu'un de nouveau dans ma vie. Le lendemain après-midi, nous avons fait une promenade tranquille le long de la plage, main dans la main, pendant que la nièce et le neveu de Sam s'amusaient dans les eaux peu profondes. Sa sœur Émilie et ce crétin de Marc suivaient respectueusement à une certaine distance derrière nous, nous offrant l'intimité dont nous avions tant besoin. Tu sais, tout cela devait juste être des vacances relaxantes pour moi, dit Sam, en poussant son épaule contre la mienne de manière ludique. Mais je ne peux pas dire que je sois trop contrarié par ce détour inattendu. J'ai ri, resserrant mon bras autour de sa taille fine. Ouais, eh bien, je dirais que nous sommes quittes maintenant. Tu as bouleversé ma vie cette semaine autant que j'ai bouleversé la tienne. Cela m'a valu un sourire éclatant et un baiser prolongé qui portait la promesse évidente de plus à venir. Quand nous nous sommes séparés, Sam me regardait avec tant d'affection ouverte brillant dans ses profondeurs noisettes, j'avais l'impression de pouvoir me perdre pour toujours et ne jamais vouloir être retrouvé. Sam, je sais que tout cela s'est passé si vite, et je ne veux pas te précipiter dans quoi que ce soit, ai-je commencé, soudainement nerveux malgré la constance de son regard chaleureux. Mais je ne peux m'empêcher de sentir que toi et moi, nous sommes destinés à quelque chose de plus que juste une aventure de vacances, tu vois? Elle a lentement hoché la tête, se mordant inconsciemment la lèvre inférieure de cette manière incroyablement mignonne qui coupe le souffle. Je ressens exactement la même chose, a avoué Sam d'une voix chuchotante. Comme si l'univers avait conspiré pour que cela arrive, pour nous réunir dans ce petit coin de paradis. Encouragé par ces paroles, j'ai pris les mains de Sam dans les miennes et me suis agenouillé dans le sable blanc immaculé. Ses yeux se sont écarquillés, ses lèvres pulpeuses se séparant dans un petit « oh » stupéfait lorsqu'elle a réalisé ce que je faisais.